La première étape de notre voyage nous mène chez Abdallah Koné, un écrivain que nous avons reçu déjà dans la dernière saison et qui revient cette fois avec un roman, Crime de lèse-majesté, où il parle de village, de tradition, de bonheur, de culture et même de dépigmentation. Vous voulez en savoir plus? C'est tout à l'heure. Bonjour Abdallah Koné. Bonjour Cercle. Alors c'est un plaisir de vous recevoir à nouveau parce qu'on vous avait déjà reçu dans la dernière saison d'Entre les lignes. Donc on démarre l'émission avec vous. On espère que c'est un plaisir pour vous d'être avec nous. Bien sûr, c'est un plaisir. Très bien. Alors ce roman, c'est votre troisième roman, Crime de lèse-majesté. Et ce roman, c'est l'histoire de Fanfalo Mansache, c'est le roi du Sinanlou. Mais c'est surtout, je crois bien, vous me direz si j'ai raison, c'est surtout le roman, le récit d'une profanation. La profanation d'une idole, Tchekro. Alors pourquoi avoir décidé d'écrire un roman sur la profanation d'une idole? Est-ce qu'il y a quelque chose en arrière-plan que vous voulez dire? Alors, merci déjà de me recevoir. Je suis très heureux de revenir ici. C'est toujours un plaisir pour un auteur. Je dis souvent que c'est le bonheur d'un écrivain, c'est de pouvoir parler de son livre. Merci de nous donner la chance de parler de notre livre. C'est aussi un bonheur pour nous de recevoir de grands écrivains talentueux comme vous. Alors, pour revenir au livre, merci déjà. Je parle surtout de culture. La profanation est une excuse pour parler de la culture. J'ai décidé de mettre notre culture en valeur, de mettre la culture en filigrane dans tous mes récits, parce que j'ai juste constaté que notre culture perd de plus en plus de la valeur. On parle moins nos langues maternelles, on va moins dans nos villages, on connaît moins nos masques. Et ce récit-là, certes, c'est de la fiction, mais c'est une fiction pour moi, pour appeler tous les jeunes ivoiriens et africains à embrasser la culture que nous sommes en train de laisser s'embraser. On comprend bien ce que vous dites. Il y aurait plusieurs façons de parler de la culture, de promouvoir sa culture. On pourrait décider de le faire en écrivant un roman sur un festival, en écrivant un roman sur une forêt sacrée, mais vous le faites sur la profanation, sur le fait pour un personnage quelconque de ne pas respecter ce qui est sacré. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a peut-être un message caché, une idée cachée chez Abdallah Koné? Pourquoi la profanation? Le titre du livre est peut-être la réponse à cette question. Crime de lèse-majesté. Je parle de profanation parce que la profanation, c'est toujours pour moi de juxtaposer le profane et le sacré. Donc le profane qui entre là où il ne doit pas entrer. Et peut-être parce que j'ai constaté que dans notre société actuelle, on respecte de moins en moins la chose culturelle. On y vient. Je crois qu'on y vient, oui. Donc il y a peut-être chez Abdallah Koné le désir de dire que la société ivoirienne actuelle ne respecte pas du tout le sacré. Je le pense, oui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne respecte plus alors qu'on respectait. La forêt régresse. Il y a des forêts sacrées peut-être qui n'existent plus alors qu'elles existaient avant. Les gens vont de moins en moins au village. On respecte, moi j'ai déjà vu sur les réseaux sociaux, si vous me permettez, un masque embrasser une jeune fille. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas vu peut-être il y a 30 ou 40 ans. Et eu égard à toutes ces choses, toutes ces frasques, toutes ces fadaises, je me dis que le rôle de l'écrivain, ce n'est peut-être pas d'être un moralisateur, mais le rôle de l'écrivain, c'est de mettre en lumière. Et c'est ce que j'essaie de faire, de mettre en lumière ce qui est caché. Je ne suis pas un conseiller, je ne suis pas un moralisateur, mais je constate et je relève ce que je constate pour que le lecteur lui-même fasse sa propre lecture et sa propre interprétation de ce que j'ai relevé. Pour rester dans le cadre de la profanation, est-ce que le rôle de l'écrivain, c'est de protéger ce qui est sacré? Je pense que le rôle de l'écrivain, ce n'est pas de protéger ce qui est sacré. Il y a des personnes qui sont bien outillées pour cela dans nos villages. Je pense que le rôle de l'écrivain, c'est d'écrire, de prendre plaisir à écrire, de prendre plaisir à dire et de transmettre ce plaisir à son lecteur. Donc pour moi, la définition ou le rôle de l'écrivain se limite juste à cela, dans ce va-et-vient, dans cette dialectique
de plaisir à lire et à dire quelque chose. Alors pour vous, le rôle de l'écrivain, c'est de se contenter de faire du beau, c'est tout. Pas de message, pas d'engagement politique, pas de critique à l'encontre des pouvoirs, des dirigeants, juste faire du beau. Vous avez employé un mot, l'engagement. Une fois qu'on écrit un mot, on est déjà engagé. Même quand on fait du beau, on est dans l'engagement. Peut-être que on a cette coutume de dire que les écrivains qui écrivent juste des textes d'amour, ou on classifie les écrivains. Il y a certains qui sont engagés, d'autres non. Et depuis longtemps. Pour moi, c'est un faux débat. C'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Parce que pour moi, tous les écrivains, quels qu'ils soient, sont engagés d'une façon ou d'une autre. Maintenant, est-ce que l'écrivain doit être un messager? Est-ce que l'écrivain doit être un moralisateur? Est-ce que le rôle de l'écrivain, c'est de donner des conseils? Pour moi, non. Je pense que dans chaque ouvrage, un écrivain peut avoir l'intention de donner un conseil et peut-être que le lecteur peut voir un autre conseil. Donc pour moi, l'écrivain, le message n'est pas à jeter. Parce que pour moi, la littérature, la bonne littérature se trouve dans la fusion, dans la conjugaison de ce qui est scientifique et de ce qui est esthétique. Donc il y a le message, bien sûr, qui importe, mais il y a aussi la façon de dire le message. Il y a la langue dans laquelle on dit le message. La bonne littérature, on reviendra sur cette question, c'est quoi la bonne, c'est quoi la mauvaise littérature? Mais retournons au livre. Donc je rappelle très bien que dans ce roman, c'est Chokro, c'est le nom de l'idole, donc le totem du village, c'est cette statue-là qui a été profanée, Chokro qui signifie? Chokro qui signifie en malinké quelque chose de vieux, de sage. De vieux, de sage, très bien. Ouais. Alors, il y a un enfant qui va poser une question très intéressante pour nous, pour les lecteurs, pour tout le monde, pour comprendre ce qui se passe. Alors, je lis la page 58. Alors que le silence s'étirait et s'allongeait, une voix faible et efféminée rompit la corde. C'était le fils de Ntarfol, le chef de terre. Un enfant de 7 ans, debout aux côtés de sa mère. Il demanda celle-ci. « Maman, tu dis Chokro est notre Dieu. Et que Dieu sait tout, non? Pourquoi on ne lui demande pas celui qui a fait ça? » Au final, l'enfant demande, mais pourquoi c'est aux hommes de défendre Dieu, de prendre la défense de Dieu, puisqu'il est le Tout-Puissant? Ou parce que Chokro ne se défend pas lui-même s'il est aussi puissant qu'on le dit? Je ne suis pas l'avocat de Chokro, déjà. C'est vous l'écrivain. Hein? Je ne suis pas l'avocat de Chokro, déjà. Et ça nous permet de sortir du livre également, se demander, mais on se rend compte qu'il y a tellement de guerres religieuses, tellement de querelles pour la religion. Dieu nous aurait créés. Alors, s'il est aussi puissant que ça, pourquoi a-t-il besoin que les hommes le défendent? Je pense que Dieu n'a pas besoin que les hommes le défendent. Donc, on ne peut pas dire que Dieu a besoin que les hommes le défendent. Les hommes, ou certains hommes, s'érigent en avocats de Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin que les hommes le défendent. C'est notre lecture de la religion ou notre lecture de notre relation à Dieu qui fait qu'on pose certains actes, parfois qui ne sont pas bien pour les autres. Mais c'est nous-mêmes. La religion, qu'est-ce que c'est? Du latin religare, c'est un lien que l'on tisse vers Dieu. Alors, chaque peuple a sa façon de tisser ce lien vers Dieu. Et peut-être que dans ce tissage-là, parfois, on exagère. C'est la raison pour laquelle on s'érige en gardien de Dieu, alors que c'est Dieu, lui, qui devrait veiller sur nous, mais nous, on essaie de le défendre. Mais peut-être que aussi, on a une mauvaise conception de Dieu. Peut-être qu'on est plus dans le religieux et moins dans le spirituel. C'est la raison pour laquelle on est dans le folklore. Sinon, l'homme ne peut pas défendre Dieu, je pense. L'homme ne peut pas défendre Dieu, mais peut-être bien que l'homme doit trouver des solutions pour se défendre. Et c'est bien le cas de Fanfol Omansatche, le roi du Sinandou, qui se retrouve, après cette profanation, face à un dilemme, un conflit intérieur. Soit se guérir lui, parce qu'il faut rappeler que Fanfol Omansatche, après avoir épousé sa troisième épouse, devient impuissant. Donc soit se guérir lui, ou sauver l'honneur du village. Donc il est dans un dilemme. Alors au final, ici on se rend bien compte qu'il y a un dilemme entre l'individualisme et le communautarisme. Se choisir soi ou sauver la communauté. Quelle serait la meilleure solution pour Abdallah Koné? Vous savez, j'ai pris plaisir à écrire, à travailler sur ce dilemme cornélien.
j'ai pris plaisir à voir mon personnage souffrir. J'ai pris plaisir à le voir réfléchir s'il devait choisir de se soigner lui ou de retrouver celui qui a profané le fétiche. Parce que, pour moi, tous les hommes sont soumis d'une façon ou d'une autre à un dilemme, quel qu'il soit. Et lui, ici, c'est Chokro. Et peut-être sa propre santé. Comme vous l'avez dit, c'est une opposition entre quelque chose de solitaire et quelque chose de communautaire. La question de savoir ce qu'il faut choisir, je ne sais pas. C'est la raison pour laquelle, dans cet ouvrage, mon personnage, après maintes réflexions, il décide de prendre la poudre d'escampette. Abdallah Koné en une phrase. Sauver la communauté ou plutôt sauver l'individu en une seule phrase? La communauté prime, bien sûr. La communauté prime. Elle prime sur la liberté individuelle. La communauté, je n'aime pas les comparaisons de ce genre qui font que la communauté doit primer sur les libertés individuelles. Mais je pense que les libertés individuelles doivent entrer, doivent s'imbriquer, doivent s'encastrer dans l'harmonie communautaire. Alors très bien, on reviendra sur cette question. Faut-il sauver la communauté? Faut-il sauver les individus? Faut-il honorer la communauté au détriment des libertés individuelles? Mais je pense bien qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question à vous poser, qui a lu ce livre et qui a bien envie de savoir, d'avoir une réponse à certaines questions. La question c'est celle-ci. Pour moi, c'est Miss Emmanuela Yao. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir pourquoi l'auteur est si critique envers la femme pour son roman. Si je suis critique envers les femmes, c'est peut-être parce que je pense que les femmes occupent une place importante dans la société. La femme doit être la gardienne du temple en griffe. La femme est peut-être la pièce motrice qui pousse l'homme, qui fait l'humanité, sinon Dieu ne l'aurait pas créé. Dans le livre saint, on dit que Dieu a créé l'homme. Ensuite, il dit en Genèse verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si Dieu lui-même dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et que la compagne qu'il fait est une femme, c'est parce qu'il sait que la femme a une importance capitale. Donc si les femmes sont perdues, c'est toute la société qui est perdue. C'est la raison pour laquelle l'éducation de la femme est vraiment plus importante, est très très importante. On y accorde beaucoup d'intérêt. Parce que si les femmes ont manqué l'éducation, c'est toute la société qui s'en va. Je suis critique envers les femmes parce que j'aime les femmes. Je veux voir les femmes réussir, je veux voir l'humanité réussir. Abdallah Koné critique à l'endroit des femmes parce qu'il aime les femmes, on peut y croire. La question du lecteur est bienvenue, la bienvenue. Hein. Elle nous permet de parler de deux thèmes que vous abordez dans votre roman. D'abord, évidemment, la culture, nous y reviendrons, mais surtout la dépigmentation. Pour rappeler que Chewa, qui est la femme de Pharaon Folo, Mansaché, la femme du roi de Sinalou, Chewa signifie femme noire. Femme noire. On a bien l'impression que pour Abdallah Koné, il y a un véritable problème culturel en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Est-ce que derrière cette critique de la dépigmentation, il n'y a pas quelque chose de patriarcal, de vouloir dire, voici la façon dont les femmes devraient se comporter? Je pense que je ne fais pas une critique de la dépigmentation. Si, quand même. Je ne fais pas une critique de la dépigmentation, bien que j'aurais bien aimé le faire, mais j'ai fait plutôt un éloge à la peau noire. Donc les deux c'est une fine couche qui sépare les deux. C'est peut-être la raison pour laquelle on pense que je fais une critique de la dépigmentation. Peut-être bien aussi. On pourrait dire que cet éloge de la peau noire de la femme passe par une critique de la dépigmentation. Justement, c'est ce que j'allais dire. Peut-on parler de la peau noire sans parler de la peau blanche? Donc, pourquoi la dépigmentation? Pourquoi être aussi critique ou aussi regardant sur ce que les femmes devraient faire de leur corps? Non, je ne dis pas aux femmes ce qu'elles devraient faire de leur corps. Mais je chante juste l'éloge des femmes qui ont le courage de rester noires dans un monde où toutes les autres sont en train de blanchir. Je pense que pour moi, notre société fait déjà assez l'apologie de la peau blanche. À la télévision, sur tous les panneaux, on ne montre que des femmes blanches. Toutes les publicités montrent des femmes à la peau colorée. Alors, pour moi, il est important pour l'écrivain qui n'est pas
en réalité, ou au premier abord, un publiciste, pour l'écrivain que je suis, il était très important de sauver l'image de la femme noire, ou de donner quelque chose à la femme noire, quelque chose qu'elle peut brandir pour dire, nous aussi, on nous défend quelque part, nous sommes fiers de notre pays. Abdallah Koé, soyons honnêtes. Avez-vous peur de voir la peau noire disparaître? Est-ce qu'il y a une phobie chez vous de voir la peau des femmes noires disparaître, se blanchir? Peut-être. Comme j'ai peur que les livres physiques disparaissent, j'ai peur aussi que la peau noire disparaisse. Mais très bien, un instant, on reviendra à cette question, mais déjà, n'ayez pas peur que les livres physiques disparaissent. À Entre les lignes, nous avons une rubrique qui met à l'honneur un écrivain qui a fait les beaux jours de la littérature africaine ou mondiale. Place aux grandes plumes. Né en 1972, Felwine Sarr a été enseignant-chercheur à l'Université d'Orléans avant de revenir en 2007 au Sénégal, où il dirige aujourd'hui la faculté d'économie et de gestion de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. En février 2012, il est parmi les leaders du mouvement Devoir de résistance, un rassemblement d'universitaires opposés au coup d'État constitutionnel. Felwine Sarr publie des écrits tels que Les lieux qu'habitent mes rêves, paru en 2022, Traces discours aux nations africaines, paru en 2021, La saveur des derniers maîtres, paru en 2021. Felwine Sarr, brillant écrivain et intellectuel sénégalais que vous avez certainement lu. Oui, j'ai lu son livre intitulé, son roman Les lieux qu'habitent mes rêves. Le dernier, je crois bien. Le dernier, c'est un délice. C'est un délice. J'ai vraiment aimé lire ce livre, cette dichotomie de personnages, des jumeaux qu'il met en scène, l'un en Afrique, l'autre en Europe, des parcours différents, mais ô combien plaisant, surtout dans sa façon de dire, sa prose. J'aime bien la langue. Moi, ce qui m'intéresse toujours, en premier, dans un livre, c'est la langue, la façon de dire. C'est le travail sur la langue. Le travail sur la langue. C'est la poésie. C'est la poésie. Bien que j'écrive des romans, je ne me considère pas comme un romancier. Parce que je suis passionné de poésie. Je me considère peut-être, ce serait prendre la grosse tête, comme un poète. Parce que j'aime le travail de poésie dans les livres. Et dans les lieux qu'habitent mes rêves, j'ai retrouvé ce plaisir de la poésie entremêlé à la prose. J'ai vraiment aimé cet ouvrage. Vous êtes une sorte de poète qui écrit des romans. Peut-être. Très bien, cela nous permet de poser une question sur la forme de ce livre. Alors, lorsqu'on le lit, on a deux impressions. La première, est-ce qu'on aurait raison de dire que ce roman est un roman policier traditionnel, d'enquête traditionnelle? C'est une très belle question. Permettez-moi, s'il vous plaît, de revenir sur la genèse de l'écriture de cet ouvrage. C'est que quand j'écrivais ce livre, je me suis enfermé 3 ou 4 jours pour écrire un livre sur l'apologie de la peau noire. Et la résidence dans laquelle j'étais, j'ai trouvé un livre dans l'un des tiroirs de cette résidence. Et c'est un livre de jeunesse qui parlait d'une enquête. C'est un jeune homme qui avait volé quelque chose. Un livre que j'ai lu rapidement, dont j'ai parcouru rapidement les pages. Et j'ai aimé la façon dont l'auteur a mené son enquête. Et plus tard, quand je me suis mis à écrire mon texte, je pense que inconsciemment, j'ai inséré cette façon de mener l'enquête. Donc peut-être est-ce une enquête, un roman policier à l'africaine, mais vraiment très très traditionnel, puisque tout cela se passe au village et que le roi doit trouver celui qui a profané le fétiche. Donc il va faire des pieds et des mains, il va engager des gens, toutes les méthodes pour retrouver le profanateur du fétiche. Donc peut-être peut-on dire que c'est un roman policier à l'africaine, mais il faut laisser, je pense, la place aux spécialistes de le dire. Laisser la place aux spécialistes, c'est vrai. Deuxième remarque, toujours liée à la forme de ce roman, on a l'impression que Abdallah Koné, pour ce roman, très différemment de l'Affront que vous avez publié il n'y a pas très longtemps, fait un retour aux sources du roman africain de la première génération. On a l'impression, mais vraiment, de relire un roman classique de la première génération. Alors pourquoi écrire un roman contemporain en s'inspirant d'une forme classique? Je sais pas.
c'est vous le spécialiste. C'est votre spécialiste, là, je suis juste un lecteur. C'est votre regard. Sûr, parce qu'on a vraiment toutes les recettes. On a cette valorisation de la culture, ce retour, on a le lieu qui est le village, ce chef, la peur de voir les choses nouvelles remplacer les choses anciennes. Je pense à Crépuscule des temps anciens de Nazik Bomi. Oui. Donc, la question, c'est ça, c'est pourquoi est-ce qu'il y a chez Abdallah la volonté de vouloir réhabiliter des formes romanesques anciennes? Quelqu'un m'a déjà dit, je cite, tu es un vieil esprit dans un jeune corps. Un vieil esprit dans un jeune corps, ok. Peut-être que j'incarne cela. Je suis obsédé par le retour aux sources. Je suis obsédé par nos racines. Je suis obsédé par notre culture. Parce que pour moi, un peuple sans culture, un peuple qui perd sa culture, la culture c'est la boussole. Un peuple qui perd sa culture se perd dans le concert des nations. Quand on voit les nations européennes, quand on voit justement les nations asiatiques, elles sont restées attachées à leur culture. Et j'ai l'impression de plus en plus que nous, les Africains, nous nous détachons du quai de nos cultures. Et pour moi, si j'écris, je me dis que l'écrivain est un missionnaire. Et certes, j'aime bien la langue des livres, j'aime bien l'esthétique dans l'ouvrage, mais je pense que la mission de l'écrivain est aussi quelque part de relever ces choses-là et de permettre au lecteur de trouver dans son ouvrage, de trouver un ancrage, de trouver une référence à sa culture. Donc pour moi, cet ouvrage, je l'ai écrit peut-être pour appeler les uns et les autres à revenir à la culture, à reconsidérer notre culture, à revenir dans nos villages et à toucher tout ce qui est intrinsèquement africain. Donc pour moi, il ne faut pas, je ne rejette pas le métissage, je ne rejette pas le brassage, parce que nous sommes à l'ère de la mondialisation, comme on le dit, mais je pense que celui qui réussit est celui qui garde toujours les pieds dans ses racines. Et c'est peut-être de plus en plus pour moi un fer de lance qui va guider mes autres livres, puisque j'ai plein de textes, mais j'essaie toujours quelque part, d'une façon ou d'une autre, même quand je chante l'amour sur une plage brésilienne, j'essaie de mettre un soleil africain. Mettre un soleil africain, je pense, on pourrait peut-être dire que Faranfolo, Monsache, est peut-être différent de vous, puisque on se rend bien compte que bien que ce roman fasse l'éloge, refuse que les choses nouvelles viennent corrompre les choses anciennes, il y a un éloge de la démocratie, du vote de façon très très moderne. On a également cet éloge du développement dont Monsache est le fer de lance. Donc est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ce que vous promouvez et ce que Monsache défend? Non, il n'y a pas de contradiction, puisque nous sommes dans un monde où le modernisme envahit le traditionnel. C'est ce que je décris. Je décris juste que... Vous le décrivez ou vous le critiquez? Je le décris. Je ne me considère pas comme un critique. Pour moi, ce serait prétentieux de dire que je critique. Je décris. Et c'est un fait. Nous sommes à l'ère du modernisme. La démocratie, elle existe et je ne l'ai pas inventée. Et donc, pour juger celle-là qui a profané le fétiche, on passe par des élections. Mais en même temps qu'on fait les élections, ce qui annonce que nous sommes en train d'entrer dans l'ère moderne, en même temps, il nous faut toujours garder un pan de notre culture. C'est la raison pour laquelle la personne qui profane le fétiche est une personne très âgée. Même quand il faut faire les élections, certains disent, bien que les gens, même si les gens votent pour qu'on punisse cette personne, notre tradition nous demande de respecter les personnes âgées. Donc quelque part, j'essaie toujours de mettre, pour moi c'est un tissage. Alors pour Abdallah Koné, pour finir, la solution pour sauvegarder la culture africaine ou ivoirienne, c'est d'accepter la rencontre des cultures. C'est d'accepter la rencontre des cultures. C'est de plus en plus d'insérer peut-être dans notre programme à l'éducation nationale des pans de notre culture. C'est d'inviter nos enfants à aller au village. C'est de revaloriser, c'est d'organiser de plus en plus de festivals, d'événements culturels pour mettre en valeur et en lumière tout ce qu'on a de chez nous comme richesse. Merci beaucoup Abdallah Koné.
Ça a été un plaisir comme d'habitude. Le plaisir de vous partagé. recevoir à nouveau, parler de ce livre, Crime de lèse-majesté, que je suggère à tous les lecteurs et les lectrices de lire. Courez vers la librairie la plus proche et offrez-vous ce livre que j'ai beaucoup aimé et j'espère que vous aimerez aussi. N'oubliez pas, entre les lignes, on se reverra pour la prochaine émission, mais n'oubliez jamais, lire des livres, des livres. Waka bouton de nous en kachima joué. A joué ça me closu be kula ba sengo pour qu'on abe mon bia. Like kou les blés, nsi ke tien joli la fi nou fité. Ils sorti mami. Nan soukou. Oh ma padi, kam lo kondoli, mama no kondog mala, banu bainel bibao, no yam kunto, babe. Nuit de jour, elle crie sur tous les toits. Des montagnes aux savanes, tous entendent sa voix. Des forêts aux lagunes, tous la voient. Assise à l'ombre d'un arbre sans feuillage, elle pleure ses fils qui se perdent sur le rivage. Chaque jour, elle se baigne de ses larmes. Ses pleurs sont une sonnette d'alarme. Elle représente de l'or, mais préoccupée par dehors, ses fils ne la voient pas et ils courent tous vers le trépas. Ils la traitent de sorcière et veulent la voir sous terre. Le cœur meurtri, elle n'a d'autre choix que de se taire. L'oiseau ne se passe jamais contre l'arbre. Quel que soit là où il s'en ira, un jour, il reviendra. Il sortit mamie, dans soukou.